qui essaye de vulgariser les sciences cognitives auprès des enfants. Qu'est-ce que ça peut apporter aux enfants de mieux comprendre leur cerveau? Quelles sont les conditions pour que cette démarche fonctionne? Et pour ça, on est une équipe de personnes qui sont à la fois dans le milieu de la recherche, Adeline, Roselyne, Héloïse, Christophe et moi-même, qui sont aussi une équipe d'enseignants, comme Isabelle qui est ici avec nous, et Caroline, et puis Amandine qui est plutôt du côté de la pratique clinique. Les enfants, déjà dans leur programme scolaire, ils étudient beaucoup de choses sur le corps, ils étudient les systèmes digestifs, le système respiratoire. Pourquoi ils n'étudieraient pas les systèmes de pensée, le fonctionnement du cerveau? Dynamique de l'intelligence, qui va postuler que c'est le fruit des efforts, des stratégies d'apprentissage et qui peut mettre plus l'accent justement sur le processus de réflexion, la manière dont on s'y prend pour résoudre des problèmes, plutôt que de se dire j'ai réussi ou j'ai pas réussi et je suis intelligent ou pas. Une théorie différente de l'intelligence dans le sens où il pourrait comprendre que le cerveau est plastique et qu'on peut tout à fait changer une stratégie d'apprentissage une fois que l'on sait la manière dont on fonctionne. Vous pouvez avoir une théorie un peu plus dynamique de l'intelligence. C'était assorti de certaines modifications sur leurs apprentissages, parce qu'on ne sait pas très bien si justement le fait de changer de conception sur l'intelligence c'est ce qui va nous permettre d'améliorer nos apprentissages ou si ce sont un petit peu de phénomènes séparés. Donc voilà, c'est des questions, c'est pour vous dire que dans le domaine de la recherche scientifique aussi, l'effet des programmes sur les sciences cognitives à l'école, ça amène des questions sur la manière dont on va réfléchir au cerveau. À notre échelle, on a essayé de mettre en place une collaboration entre les scientifiques et les enseignants pour essayer d'allier ces contraintes et de faire quelque chose ensemble. Isabelle va vous présenter de manière très vivante le programme Océana qu'on a mis en place dans les écoles. Comment ça a été mis en place en classe et quelle a été la réception par les élèves. Bonjour. Alors, la question que je me suis posée il y a de ça 3 années était de savoir comment on pouvait parler du cerveau aux enfants. Et il y a 3 ans de ça, il y avait peu d'outils pour aborder ce sujet, qui en fait demandait d'être tout à fait à la lumière de ce que les sciences nous disent. Alors je les ai cherchés. Je ne voulais surtout pas partir d'un texte ou d'une étude de texte, mais rendre l'enfant plus acteur et arriver à rentrer dans ce domaine qui était malgré tout très abstrait pour des enfants en âge primaire. Alors je les ai cherchés et c'est ainsi que je suis arrivée jusqu'à Connie Junior. Par l'intermédiaire des aventuriers. C'était mon premier projet neurosciences avec les élèves où nous avons travaillé sur la mémorisation. Une question qui est très récurrente dans les écoles. Mon enfant, nos élèves, ils ont appris leur leçon, puis le jour de l'évaluation, les résultats ne sont pas dans la pleine réussite. Et donc, 3 années et 7 années mis en place Océana. Enseignante en regroupement d'adaptation, je n'ai pas de classe, mais donc 2 enseignantes m'ont accueillie et donc ensemble, nous avons travaillé sur l'élaboration et la mise en place de l'initiation des neurosciences avec les élèves. Le programme donc, il a été basé sur le travail des chercheurs en sciences cognitives et sur l'application du terrain de l'école. Ce dialogue entre les scientifiques et l'école, c'est pour moi une évidence. Les chemins d'études, ils devaient se croiser. Ce programme Océana démarre au tout début par une situation. Il y a des situations scolaires où l'enfant ne se sent pas complètement à l'aise. Et donc l'idée c'était de provoquer une situation qui allait être un peu difficile pour eux, c'était se présenter et ils ont eu à présenter leur talent. L'idée de vivre cette situation qui est particulière et qui peut être difficile pour certains enfants, c'était de s'interroger sur mais alors qu'est-ce qui nous aide et qu'est-ce qui peut ralentir nos apprentissages? Qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas pu aller jusqu'au bout de l'activité que l'on nous proposait de faire? Vous allez voir quelques éléments de présentation de la part des enfants et de ce qui suit. Alors en fait c'est très simple. Je décide depuis que je suis en CP. C'est vraiment très bien. Bonjour, j'ai 10 ans et mon talent c'est la peinture. J'adore peindre. Chaque élève a vécu cette situation, ils avaient 1 minute pour se présenter. Puis, dans un deuxième temps, ils avaient à dire « mais moi, comment est-ce que je l'ai vécu ?»
qu'ils ont observé et ils ont pu redonner ces critères-là qui étaient de l'ordre, il ne parle pas assez fort, elle n'a pas parlé fort. Ils ont plus en confiance quand il s'est mis à parler. Il a été gêné par des camarades, etc. Donc toutes ces observations, c'était une façon de se recentrer en disant « Ah, on est comme paralysé, si on est paralysé, alors l'apprentissage, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme... c'est pas aidant en tout cas. » Ça, c'était par rapport à ce que l'on pouvait observer, cette prise de conscience que quand quelqu'un est mal à l'aise ou quelqu'un qui ne réussit pas, il y a des choses qui se voient, certes. Il y a forcément ce que l'on voit, mais il y a aussi ce que l'on ressent et toutes les réactions de notre corps. Ce que je ressens, au bout d'un moment, je ne savais plus quoi dire. Je ne savais pas dire à la fin. C'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, on se lance, et puis quand on est devant, on n'y arrive pas toujours. Le démarrage du programme Océana, c'est mettre en situation les élèves dans une situation très particulière que l'on pourrait qualifier de stressant, pas stressant, mais l'idée en tout cas c'est que dans les apprentissages on n'y arrive pas complètement. Mais alors comment être plus efficace à l'école? Donc la mise en place de ces critères observés et cette interrogation intérieure, ces réactions du corps, il y a forcément des réactions du corps, on a le cœur qui bat, on peut avoir les mêmes boîtes, on peut ne plus savoir ce qu'on a à dire, etc. Au niveau du matériel scientifique qu'on utilise aussi pour donner des ressources et qu'ils puissent retrouver ces ressources par la suite, on a fait une petite bande dessinée sur le stress. Et donc l'idée c'est d'expliquer aussi les mécanismes physiologiques qui expliquent pourquoi on stresse et que ça ne vient pas de nulle part, c'est aussi une fonction. Et donc on explique, voilà, pour fuir on a besoin de courir, donc le cœur va battre plus vite et la respiration va s'accélérer pour assurer les besoins d'oxygène et pour permettre aux muscles d'agir. C'est un petit schéma qui va montrer donc, que le cerveau va sécréter des substances particulières, donc de l'adrénaline et du cortisol, qui vont se diffuser dans le cerveau. Donc on a certaines régions cérébrales qui sont particulièrement mises en œuvre, comme l'amygdale, qui est située vraiment au cœur du cerveau, et qui vont faire qu'on va utiliser certaines ressources plutôt que d'autres. Donc quand ce mécanisme-là est mis en place, on aura moins de ressources pour justement se focaliser sur des choses plus abstraites ou sur des apprentissages parce que notre corps est dans cet état d'alerte. Donc apprendre, on le fait avec notre cerveau et l'idée était de dire, il y a le cerveau, oui, mais alors le cerveau, il fonctionne comment? On continue en demandant aux enfants, mais alors pour vous, qu'est-ce que vous savez sur le cerveau? Quelles sont vos représentations? Spontanément, les enfants, sans qu'on ait travaillé sur le fonctionnement du cerveau, voilà ce qu'ils nous disent. Cette séance est très intéressante parce que spontanément au départ, c'est le cerveau qui nous commande. Et en fait, il y avait ce concept et cette notion à faire ressentir qui était que le cerveau peut travailler, il ne travaille pas tout seul. Il faut que les informations puissent lui arriver. Parce qu'il y a cet environnement que le cerveau peut travailler, mais du coup, on peut avoir une action dessus. Ce n'est pas lui qui travaille tout seul. Il travaillera parce qu'il reçoit des informations. Et ça, c'est quelque chose qui, à chaque fois, prend du temps et tout au long du travail sur la compréhension et la connaissance du cerveau. À la fin de cette séance, qui a bien duré 20-25 minutes, eh bien, c'est grâce au cerveau, nous pouvons parler, penser, marcher. Et dans le cerveau, il y a différents types de cellules. Alors après, on peut commencer à voir mais de quoi il est composé. Le cerveau travaille, il traite de l'information parce qu'on lui en envoie. Et les informations arrivent de l'extérieur par des messagers, les 5 sens. Donc c'est parce qu'on reçoit que le cerveau va pouvoir traiter les informations et on a donc certainement un rôle et on peut agir par rapport à ça. On parle bien sûr des neurones, on démarre puisque c'est qui transmet l'information. Le neurone peut lui montrer. Et qu'est-ce que c'est? Une cellule de notre cerveau, il est composé de plusieurs parties. Et combien est-ce qu'on en a dans le cerveau? Il y en a plus de 100 milliards. Les éléments sont ensuite, ce neurone-là est dessiné. Et un élève de CP dira, en fait, le neurone, il transmet les messages.
selon axe qui s'appelle l'axone. Et la tête ici, le centre, le sommet, il y a tout en haut les dendrites. Allez, on y va. On a 2 neurones avec nos 2 bras. Le neurone, donc, c'est communiquer, c'est traiter l'information et se faire passer l'information, et c'est donc apprendre. Le message électrique, le message chimique, tout ça est abordé avec les enfants d'une façon ludique et d'une façon manipulée. Le message chimique, c'est les neurotransmetteurs, on a les petites billes qui s'agitent et qui sont donc libérées et puis ensuite réceptionnées par la dendrite du neurone suivant, etc. Il y a des chemins neuronaux qui se créent, il y a donc des connexions, il y a la synapse, il y a un réseau, et ce sont ces réseaux qui sont le fruit de notre apprentissage. Il y a un sens particulier pour associer les neurones ensemble, lequel effectivement, c'est pas possible. Alors, vas-y. Là, à chaque fois, on peut se connecter plusieurs fois. Tu es là? Ah non, alors là, ça ne c'est pas de dendrite à dendrite. La question de la circulation de l'information, les 2 classes se la sont posées. Les enfants donc, se sont intéressés sur l'apprentissage, se sont intéressés sur comment est-ce que l'on apprenait. À partir de là, les fondamentaux du fonctionnement du cerveau sont inscrits. Et ils s'interrogent de comment on sait qu'il faut qu'on fasse agir tout ça et ça se passe dans notre cerveau. Un des éléments aussi qui est important et qui est donné, c'est la métaphore de la forêt. On a créé des connexions, on a créé des chemins neuronaux, mais si on veut les conserver, il va falloir répéter, il va falloir consolider. Sinon, si on ne le répète pas, si on ne le consolide pas, eh bien l'élagage, ça s'en va et ça disparaît. Eh bien, c'est pareil pour nos chemins neuronaux. Si on ne les réutilise pas, si on ne les réactive pas, si on ne les réutilise pas, eh bien, ils s'en vont. Apprendre les leçons, eh bien, ça demande de devoir répéter. Ça demande de pouvoir faire. L'apprentissage, ça demande un effort. Et là, il y a le cerveau et puis il y a aussi tous nos ressentis. Et c'est vrai qu'on a besoin des émotions pour se lancer, mais quand elles sont trop fortes, eh bien, il y a un frein dans nos apprentissages. Donc l'idée de passer par un jeu pour déjà pouvoir nommer ces émotions. Et ça, c'est quelque chose qui a besoin d'être clarifié. Mais encore une fois, parler avec le stress, quelles sont leurs fonctions? C'est-à-dire qu'on a parfois l'impression de ne pas pouvoir contrôler les émotions, mais il y a de nombreuses qui ont des fonctions. On s'est focalisé sur des fonctions de base. Donc, par exemple, la colère peut fournir de l'énergie pour franchir un obstacle. La joie peut permettre de favoriser l'intégration à un groupe. La peur permet de fuir face au danger. On les met en situation. J'ai à mémoriser des objets. Combien est-ce que j'en ai retenu la toute première fois, juste après. Puis à la fin de la séance, on ne leur a rien dit. Et on leur redemande, est-ce que vous vous souvenez des objets que l'on vous a projetés et que vous avez regardés pendant 20 secondes? Il y a ceux qui ont une pleine réussite, puis il y a des réussites qui sont moins importantes. Et là vient l'empamnésique qui est de l'ordre du 7. On s'aperçoit qu'un nombre 7 est important. Ça veut dire que quand il y en a beaucoup trop, eh bien on ne peut pas retenir. Il y a donc forcément besoin d'utiliser des stratégies. Et c'est là qu'on peut mettre en place un échange au niveau des stratégies. Pour répondre à vos questions et débattre sur ce que vous pensez du projet. Merci pour votre attention. Bonjour et merci pour votre intervention. Moi je suis médiateur scientifique et donc ça fait 4 ans que je constate aussi un grand vide dans le milieu éducatif vis-à-vis des neurosciences. Donc ça fait aussi 4 ans que je suis venu ici pour venir chercher des contacts, des ressources pour en développer moi-même. Donc je développe aussi des kits. J'ai une question, c'est à long terme,
pour Océania et pour Connie Junior, quelle est votre ambition parce que je vois des classes tests, il y en a eu 3. Est-ce que vous avez comme intention de faire rentrer ce genre de contenu dans l'éducation nationale? Est-ce que vous voulez que ça reste un format complémentaire de ce qui se fait déjà? Donc voilà, c'est pour se connaître un petit peu aux objectifs à long terme. Merci pour votre présentation. Petite question rapide, donc je suis convaincu que l'aspect ludique est vraiment bien pour passer des messages, transmettre et donner envie d'apprendre. Et j'avais une question, donc est-ce que les enfants ont compris ce que pouvaient apporter donc, les sciences cognitives en cours, développer leur concentration, est-ce qu'ils l'ont compris Les enfants, ils ont vraiment commencé à comprendre le fonctionnement du cerveau et ils savent très bien que apprendre, ça se passe avec leur cerveau. Ils savent aussi que pour apprendre, il n'y a que moi qui peux le faire, parce que ce sont mes propres chemins neuronaux. Et puis, c'est aussi, ça demande un effort. Et parfois, c'est même à perdre. C'est là où, en fait, on a un dialogue qui est partagé. C'est pas simplement le fait de dire, bon, bah alors, il faut vraiment que tu étudies ta leçon. Ah, mais ça veut dire quoi? Maintenant, je sais ce que ça veut dire. Il y a comme une connaissance, ils font référence à leur cerveau, et quand ils en parlent, ils disent oui. Ils font tourner leurs doigts. Donc, ils s'aperçoivent bien qu'ils ont un vrai rôle à jouer et que ça leur appartient. Donc, du coup, il y a un dialogue entre l'enseignant et avec les enfants qui est différent. Merci.